a concluir este panel en français. Merci à vous tous pour ces informations complètes, précises, qui nous ramènent au cœur vraiment de l'affaire, des responsabilités. Je sais que c'est aussi des questions qui tiennent à cœur de Catherine Chabot, cette question des responsabilités, des pollutions. On est souvent du même combat dans les réunions, les ministères, et essayer de secouer un petit peu les décideurs publics. Peut-être que tu voudrais ajouter un dernier petit mot pour conclure et poser une question éventuellement. Tu vas après ? À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, ou même les intervenants. Levez la main, s'il vous plaît. Alors, Pauline Marchand, du groupe international des clubs PNI. J'aimerais juste rebondir sur plusieurs remarques qui ont été faites au cours de ces présentations. Tout d'abord, je voudrais juste rappeler que le transport de marchandises s'effectue largement par mer et que, comme l'a rappelé Francis Valatte ce matin, dans 99% des cas, ce transport s'effectue sans aucun problème. Alors, bien sûr, tout le monde a intérêt à la sécurité maritime, donc tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne du transport maritime, et par là je veux dire l'État du pavillon, les sociétés de classification, État du port, armateurs, affréteurs, etc., etc. Donc tout le monde a sa responsabilité dans le transport maritime. Il a été suggéré aussi au cours des présentations que toute personne qui a concouru à l'accident dès lors qu'elle a commis une faute devrait être responsable. Alors bien sûr, cela remet en cause le système international d'indemnisation des victimes en cas de pollution, donc le système CLC-FIPOL. À mon sens, cela n'apporte pas réellement de garantie sur une meilleure indemnisation des victimes. Et de plus, ça porte vraiment atteinte à un des avantages majeurs de ces deux conventions, qui est d'assurer une indemnisation efficace et rapide des victimes de pollution marine, sans qu'il soit nécessaire justement de s'engager dans des procédures longues et très coûteuses aussi pour les victimes. Par ailleurs, la limitation, on l'a vu, elle est là en tant que contrepartie de la responsabilité objective, puisque c'est vraiment une charge pour l'armateur. L'armateur, imaginons un cas de collision entre un bateau A et un bateau B. Cette collision étant une pollution qui est causée par le navire B, mais s'écoule donc du navire A. Le navire A va devoir donc indemniser les victimes et il accepte cette responsabilité. En contrepartie, il peut la limiter. On a vu aussi que les montants disponibles en fonction du régime international, donc CLC, FIPOL, plus fonds complémentaires, permettent d'avoir des montants disponibles très élevés, donc à hauteur de 900 millions d'euros, ce qui est considérable. J'ai encore deux derniers points à faire. Le premier sur le système américain, puisqu'on a vu, il a été noté que, il me semble que on a vu à tort, le système américain ne prévoit pas une responsabilité illimitée. La responsabilité est limitée selon l'OPA 90, et à mon sens, il est nécessaire de maintenir le système international et non pas régional. Et Christophe Rousseau l'a très bien démontré plus tôt. Et enfin, tout ce que pour conclure, je voudrais signaler que les conventions CLC et FIPOL sont susceptibles d'une interprétation évolutive, et donc tout ça c'est décidé à l'OMI par les États les États membres qui sont membres de FIPOL, du Fonds complémentaire et de FIPOL 92. Voilà, merci. Merci Madame Marchand. Madame Lepage, peut-être une remarque ? Oui, vos propos, Madame, appellent de ma part quelques remarques. La première, je ne partage pas tout à fait votre optimisme sur le caractère efficace et rapide des indemnisations du FIPOL. Pour en avoir géré dans ma vie 4 ou 5, c'est pas toujours efficace et surtout c'est pas rapide du tout. Lorsque nous sommes arrivés au bout de la procédure ERICA, c'est-à-dire au bout de 12 ans, c'est tout juste si les indemnisations FIPOL avaient été payées à tout le monde. Hein.
Donc voilà, c'est pas tout à fait exact. Et deuxièmement, c'est extrêmement lourd. Mon confrère y faisait référence tout à l'heure. Je pense que c'est tout à fait vrai. Deuxième observation. Procédure longue et coûteuse, oui, mais enfin, il n'empêche que c'est ce qui permet de faire évoluer le droit. Parce que le système du FIPOL, c'est très gentil, sauf que ça n'est en aucune manière un système d'incitation à la sécurité. Comment est-ce qu'est alimenté le FIPOL? Il est alimenté par les sociétés pétrolières, ça c'est vrai, au prorata du nombre de barils importés. Par voie de conséquence, il n'y a absolument aucun système d'incitation à faire de la sécurité, puisque que vous utilisiez des bateaux poubelles ou de très bons bateaux, de toute façon, vous avez payé la même chose. Ça ne change rien. C'est le baril importé qui est le critère. Ce n'est pas un critère qui incite à faire de la sécurité. Troisièmement, vous dites que tout le monde est incité à faire de la sécurité. Excusez-moi, vous connaissez mieux que moi les contraintes et les pressions qui s'exercent sur les différents acteurs. Les sociétés de classification, moi j'ai bien vu comment fonctionnait l'ARINA dans l'affaire de l'Erika, c'était tout à fait scandaleux comme manière de travailler, mais tout simplement parce qu'il y avait une pression en ce sens. Il y a une pression aussi pour aller faire réparer les bateaux dans les ports qui vont être les moins chers. Pour l'Erika, c'était Bigela. C'est pas forcément dans les endroits où effectivement on va avoir les meilleures garanties de la qualité de ce qui va être fait. Donc la compétition internationale et la pression financière étant ce qu'elle est, si vous n'avez pas réellement une incitation de tous les acteurs à ce que ça leur coûte moins cher de faire de la prévention que de ne pas en faire, on peut faire toutes les conventions de la Terre, ça ne donnera rien, ça ne fera rien. Tout simplement parce que la vie économique est ce qu'elle est. Donc moi je trouve extrêmement important qu'il y ait de grandes procédures, et ce n'est pas seulement en Europe. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria, regardez ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, regardez ce qui s'est passé en Équateur, pour prendre des exemples tout à fait récents, où ce sont des procédures qui effectivement ont permis la condamnation de sociétés pétrolières à des sommes tout à fait considérables, même très considérables, avec une exéquatur en ce qui concerne l'Équateur, ce qui fait que c'est exécuté, et je pense que c'est ça qui fera que la pression à utiliser des bateaux poubelles sera contrecarrée par le risque de devoir payer des sommes astronomiques s'il y a un accident. Personnellement, au bout de 35 ans de confrontation à ce type de sujet, je peux vous dire que c'est ce qui me paraît encore le plus efficace. Une autre question dans la salle, peut-être? Parmi les intervenants? Monsieur Garnier. Oui, merci. Je n'ai pas très bien compris, dans la chaîne des responsabilités locales, quel était le rôle de l'État espagnol et quel était le rôle de la province. Et je suppose que le ministre dont on a parlé, c'était le ministre espagnol. Je ne sais pas s'il y a un ministre galicien des questions maritimes, mais est-ce qu'on pourrait avoir un éclairage sur la position qu'ont prise les autorités locales de Galice par rapport à la décision d'éloigner le bateau au large? Si elles ont eu quelque chose à dire ou non, ou si ça a été simplement une question de rapport politique dans les journaux. Merci. Sí, bien, una pequeña aclaración. Galicia es una comunidad autónoma. No sé si esto se traduce bien. No es un Estado federal, pero es una comunidad autónoma que tiene su propio Parlamento, con sus propias leyes y su propio gobierno, el gobierno de la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia tiene aprobado recientemente un nuevo plan de contingencias que nos expusieron esta mañana. En aquel momento, cuando la catástrofe superaba los medios disponibles en la comunidad autónoma, automáticamente se activa el Plan Nacional y toma el poder de mando el Estado. La comunidad autónoma se integra en el comité de seguimiento, en el órgano de dirección se integra la comunidad autónoma a través, desde luego, de su consejero de pesca y probablemente algún otro consejero más, en aquel momento, en el 2001,
pero el director de las operaciones es el director general de la Marina Mercante. Cuando el nivel de la catástrofe adquiere ciertas dimensiones, es el Estado español, no a nivel autonómico, sino el Estado español a nivel central el que dirige la emergencia. Los medios son también autonómicos y preferentemente autonómicos porque Galicia tiene muchos medios anticontaminación, pero los pone al servicio de la gestión de la crisis que es dirigida por el Estado. Uno de los planteamientos que se ha hecho siempre es si quien tiene que tomar las decisiones últimas que van a afectar a una colectividad debe estar alejado del foco de la crisis. Debe estar alejado del lugar donde se toma la crisis, no físicamente, que obviamente estaban en Coruña trabajando, pero sí tendría que ser un cargo que estuviese lejos de la población. Yo le digo por qué. Una de las posibilidades que se barajaron y se citó hoy aquí por la tarde fue llevar el buque al puerto de La Coruña, porque no estaba demasiado lejos, porque es un puerto muy abrigado, con entrada de petroleros y porque tiene al lado una refinería que podría hacerse cargo de todas las operaciones de trasvase y almacenamiento. Si en ese momento el director general de la Marina Mercante da la orden de que el buque entre en el puerto, probablemente habría una confrontación civil con todos los marineros de la costa que cerrarían la boca de entrada al puerto. Probablemente. Y desde luego, de primero, en la proa y abriendo la hilera, el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, que tenía muchísimo poder y era una persona apoyadísima y con 20 años de mandato como alcalde de la ciudad y que no iba a consentir tan fácilmente que el buque entrase allí. La presión social iba a ser inmensa y la presión política igual de grande. Por eso se dice, habrá que pensar que en determinadas circunstancias las decisiones las tienen que tomar fuera, donde no se puedan entrar a valorar ni las presiones políticas ni los sentimientos de la población, que en ese momento, probablemente también yo, con todo lo crítica que he sido con la crisis, que en ese momento se hubiese opuesto totalmente a que el buque entrase en su ciudad. Y tendríamos ahora una ciudad maravillosa. 10 años después, con los esfuerzos económicos que se hicieron con el Plan Galicia, centrados en la ciudad de La Coruña, tendríamos una ciudad maravillosa, seríamos el Nueva York español. Pero no es esa la situación. La situación es la de una población temerosa, preocupada, con su porvenir en juego, que no acepta fácilmente una decisión de ese tipo. Por eso, en este caso, pienso, una decisión de ese nivel no la puede tomar un director general. Desde luego que no. Probablemente tampoco un ministro. Pas d'autres questions? Catherine? Comme tu veux. Tu veux peut-être montrer... Je ne sais pas si je... Tu veux que je vienne où? Oui. Ah non, pas de les micros là-bas, moi j'aime pas, je vais m'asseoir à côté des intervenants. Oui, tout d'abord une première chose, parce que j'ai envie de rebondir sur ce que Madame a dit, je pense que la solution, elle était là, la Corogne, j'en suis sûre. Le marin que je suis a cette conviction-là, que c'était la Corogne et qu'effectivement on trouvait des solutions. Maintenant, est-ce que le ministre qui aurait été mobilisé était compétent, était un marin compétent, etc. Voilà, c'est la question. Et du coup, est-ce que nous, en France, c'est pas le secrétaire général de la mer aussi qui devrait piloter ce genre de choses-là? Il n'est pas là pour répondre. Moi, j'ai envie de faire une conclusion un peu générale. D'abord, merci et bravo à Surfrider d'avoir organisé ça. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas beaucoup dans la salle, mais apparemment nombreux à tweeter et derrière les écrans. Donc je salue les internautes. Mais d'avoir réuni un peu ce panel de professionnels et de regards différents du maritime était vraiment très très intéressant. Alors je vais faire d'abord une conclusion un peu bâtarde et en clin d'œil. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 30-40 ans, grâce à la Moko Cadiz, on a fait des efforts, on a évolué. Grâce à l'Erika, on a encore fait des pas. Grâce au Prestige,
Alors là, on a vraiment fait des pas, vivement encore une bonne catastrophe. Parce qu'il y a encore quelques points à régler. Il faut voir comment. Il faut être sûr que les ports abris se mettent un petit peu en œuvre. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à régler. Donc moi, je serais d'avis, si je savais dessiner, je ferais un bon dessin humoristique quand une bonne catastrophe. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut rappeler un petit peu quels sont les enjeux de la mer et du littoral et quels sont les enjeux à venir. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on peut dire que le XXe siècle nous aura amené à nous poser des questions autour de la sécurité maritime à cause de ces catastrophes liées au transport du pétrole. C'est surtout ça, finalement, sur quoi on a focalisé, et au transport des marchandises. Regardons un petit peu les enjeux à venir. On dit que 80% de la population va vivre sur la bande littorale. Les collectivités territoriales qu'on avait tout à l'heure autour de la table, elles ont devant elles des pressions de plus en plus importantes. Et quelqu'un a parlé d'une culture du risque. Je pense que c'est une bonne idée. C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Mais c'est une anticipation des risques à venir. Et c'est vrai que je crois que c'est un sujet que vous allez traiter demain matin. Je ne serai pas là. Mais c'est vrai que les risques à venir sont assez colossaux. Il ne faut pas oublier que c'est sur la bande littorale, c'est sur les 300 mètres de la bande littorale que la vie se reproduit en mer. C'est un milieu incroyablement riche. C'est dans les estuaires, c'est dans ces mêmes estuaires qu'on dit il faut à la fois aller mettre un bateau qui va déverser son pétrole peut-être à l'abri, et en même temps c'est là aussi où la vie se reproduit en mer. Donc on est dans des paradoxes incroyables, et moi je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas suffisamment prononcé, je ne l'ai pas vraiment entendu, c'est le principe de précaution. Un principe de précaution, moi je crois qu'il faut rappeler que ça nous engage, ce principe de précaution. Moi c'est quelque chose, c'est une notion à laquelle je crois beaucoup. Les enjeux, ils sont sur le littoral, et on le sait aujourd'hui, on l'a encore vu hier et avant-hier aux Assises de l'économie de la mer, ils sont vers la haute mer. On l'a dit, je ne vais pas revenir sur le détail, l'avenir de l'homme est beaucoup aussi en haute mer. On découvre que du pétrole de plus en plus loin, de plus en plus profond. La biodiversité aussi des sources hydrothermales, etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Les risques, là-bas, sont aussi colossaux. Comment va-t-on aller explorer, exploiter que fait-on de l'Arctique ? Demain, si on n'a pas un peu anticipé les dangers, eh bien, allez, on va traverser l'océan glacial arctique, il y aura un accident, il va falloir attendre un premier accident pour pouvoir réagir. Et donc, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est et tout le monde est convaincu de ça d'ailleurs, il faut un développement durable des activités maritimes en mer. Et moi, ce que je constate de conférence en conférence, j'ai assisté à plusieurs conférences suite aux 30 ans de Montego Bay, qu'on va fêter là prochainement, c'est qu'on ne met pas tous le curseur du développement durable au même endroit. Et que je crois qu'il est là où il faut mettre vraiment un maximum d'efforts, c'est qu'ensemble, et ce n'est pas les uns contre les autres a posteriori, parce qu'on est en train de se battre suite à un accident, on est les ONG et les juristes contre les armateurs, etc. Ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, qu'a priori, et non plus a posteriori, qu'a priori, il faut se mettre des objectifs très ambitieux en matière de développement durable. Et je pense que les ONG, les Surfrider, les ONG en général, Surfrider en particulier, sont là justement pour faire monter le curseur du développement durable, les juristes aussi, et le travail que font les armateurs. Moi j'ai entendu, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, un discours assez engagé du secrétaire général de l'OMI hier, qui s'inscrit dans les conclusions de Rio + 20, qui a évoqué l'Ocean Compact lancé par Ban Ki-moon. Moi, je dis, il faut s'accrocher. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai envie de m'accrocher sur la dynamique qui est en train de se mettre en œuvre. Et je pense que cette dynamique et l'expérience qu'on vient de vivre avec l'analyse qu'on fait a posteriori du Prestige doit nous imposer d'être extrêmement ambitieux et vigilants. Voilà, dans ces perspectives-là. Et pour conclure, moi j'aimerais vous rappeler une devise, c'est pas une devise, mais en tous les cas, oui, enfin je suis administratrice de la SNSM, les sauveteurs en mer, et ils ont une charte pour le marin, et le marin, il est responsable,
il est respectueux, il est solidaire. Et c'est pour ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis convaincue qu'il ne faut surtout pas déresponsabiliser les capitaines, mais il faut les accompagner. Voilà. Et ce n'est pas les armateurs, ce n'est pas les affréteurs, c'est les capitaines. Voilà. Donc ma conclusion, c'est respectueux, responsable et solidaire. Merci Catherine. Ainsi se conclut ce premier jour, cette première journée conférence sur la sécurité maritime, particulièrement dédiée à l'anniversaire du Prestige. Merci à ceux qui étaient en ligne aujourd'hui, merci à ceux qui étaient dans la salle, qui sont venus. J'aimerais dédier cette journée particulièrement aux volontaires qui étaient présents sur les plages en Galice quand il y a eu le naufrage du Prestige et dire que cette journée c'était un peu un canta a Galicia. Merci à vous. Pour les traducteurs, merci beaucoup et ramenez tous les casques à l'entrée s'il vous plaît. Merci.